Et voilà, il est 14 heures. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer. Bonjour, Laurence. Alors Bonjour. bonjour, un grand bienvenue, à toutes et à tous pour ce cycle de conférences, proposé par la Trousse à projets et ses partenaires dans le cadre du volet parentalité des territoires numériques éducatifs. J'en rappelle rapidement le concept. Il s'agit donc d'un cycle destiné à l'ensemble des acteurs de l'école, les parents, les enseignants, tous les partenaires de la médiation et de l'animation. Il est composé, de 10 conférences, une chaque mois, qui permettent de démêler 10 idées reçues sur le numérique et ainsi de créer une culture commune autour de ces questions essentielles à l'éducation des jeunes générations. Alors aujourd'hui, nous entamons déjà notre 4e conférence intitulée «Vrai ou faux? Les jeunes ne se soucient pas de leur vie privée en ligne». Et encore une fois, vous êtes très nombreuses et nombreux, parents, enseignants, médiateurs, responsables de collectivités territoriales ou de l'éducation nationale à suivre ce cycle et nous vous en remercions. Cela montre aussi d'une certaine manière, à la fois l'intérêt mais aussi, les questions encore, que suscitent les problématiques, liées au numérique, à l'éducation et souvent les 2 ensemble. Voilà, donc encore merci de nous suivre en direct aujourd'hui. Nous sommes là de 14 heures à 14h45. Vous avez d'ores et déjà la possibilité de poser des questions, dans le module de chat. Nous en sélectionnerons quelques-unes, à la fin de notre conférence pour, faire réagir notre invité. Et donc, cette 4e conférence, je le disais, s'intéresse à la question fondamentale, du rapport que peuvent avoir, les jeunes, avec leur vie privée, en fait, sur les réseaux sociaux et sur, les flux sociaux numériques en général, au fur et à mesure que, finalement, ces vies, numériques se densifient, se multiplient, s'enrichissent. Et donc pour répondre à cette question, démystifier de multiples idées reçues, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Corroy. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Vous à êtes toutes et tous. maîtresse de conférences et spécialiste de l'éducation aux médias. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous remercions, c'est important, également vivement la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, voilà, d'avoir été partenaire de cette conférence, d'avoir contribué à sa préparation et de nous accompagner. Alors avant de rentrer donc dans le cœur de notre sujet et dans le démêlage de l'idée reçue du jour, Laurence, est-ce que vous pourriez, vous présenter rapidement et notamment vous dire en quoi consistent vos travaux du moment, en lien avec notre sujet? Oui, alors je suis professeure des universités. En fait, je suis plus maître de conférence. J'ai été nommée en Lorraine, à l'université de Lorraine, il y a 2 ans maintenant. Alors, je suis spécialiste des relations que les gens entretiennent avec les médias. Je m'intéresse autant à leur consommation médiatique qu'à leur pratique médiatique. Je m'intéresse en particulier aux adolescents, mais je dirais que je m'intéresse de toute façon de 0 à 25 ans à peu près. Voilà, c'est quand même les jeunes d'une manière générale qui m'intéressent, mais c'est vrai que j'ai un petit prisme particulier sur les adolescents. Alors, je travaille aussi mes objets dans une perspective d'éducation aux médias et à l'information. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir comment, finalement, bien connaître les jeunes, leur consommation médiatique, leur pratique médiatique, permet aussi d'alimenter une réflexion davantage tournée vers l'ingénierie pédagogique dans les classes. J'ai dirigé une dizaine d'ouvrages ou écrit moi-même des monographies, mais sur la question. Très bien, merci beaucoup. Lançons-nous maintenant donc sur ce sujet. Donc, peut-être commencer par la compréhension ou le rapport donc, qu'ont les jeunes aujourd'hui vis-à-vis de termes comme l'identité numérique, la réputation en ligne, la vie privée. Peut-être commencer par simplement se poser la question de d'où vient l'idée reçue, que selon laquelle les jeunes finalement n'auraient, rien à faire de leur vie privée en ligne et d'autant plus quand ça sous-entend qu'il y a l'opposition avec leurs aînés. On voit, souvent d'ailleurs qu'on a des craintes vis-à-vis des jeunes, mais on ne se pose pas la question en tant que nous adultes, sur nos propres comportements. En quoi il y aurait une opposition aussi avec des aînés qui auraient, des comportements, plus réfléchis de leur vie privée? Alors, si vous voulez, on va commencer finalement par la deuxième question, qui va m'amener ensuite à répondre à votre questionnement sur l'identité numérique et la réputation en ligne, la vie privée et ce qu'ils en pensent. Alors, d'où vient cette idée reçue que les jeunes n'auraient finalement que faire de leur vie privée en ligne, en opposition effectivement, comme vous l'avez dit, avec leurs aînés? Eh bien, en fait, cette idée reçue se nourrit de plusieurs constats et puis d'idées aussi séculaires.
le premier constat qu'on peut faire, c'est que c'est vrai qu'il y a des usages intenses, voire très intenses, des smartphones, de la part en particulier des adolescents, hein, mais l'âge est de plus en plus jeune, hein, pour avoir son premier smartphone, hein, maintenant, enfin, c'était autour de 12 ans et chaque année, on voit un petit peu les âges rajeunir. Donc c'est vrai que très tôt, on a de jeunes adolescents qui ont dans les mains un portable qui leur permet à la fois de s'informer, de communiquer, de se divertir et on les voit avoir des usages très intenses du smartphone, prendre beaucoup de selfies, voilà. Donc, premier constat, ça repose déjà, cette idée reçue repose déjà sur le fait qu'on voit concrètement, pragmatiquement, des adolescents avec leur smartphone et y tenir beaucoup. Deuxième constat, qui n'est pas de l'ordre de l'idée reçue, c'est qu'il y a eu des cas de harcèlement qui se sont poursuivis en ligne, donc de cyberharcèlement, et qui ont été extrêmement médiatisés parce que parfois ils ont abouti à des finalités dramatiques, des suicides par exemple. Et c'est vrai qu'on en a entendu beaucoup parler. Et puis, il y a aussi le constat qu'on pourrait aussi interroger, là pour le coup, est-ce un cliché ou une idée reçue? Mais il y a le constat que les mineurs sont à protéger. Et ça, c'est un constat évidemment partagé par les éducateurs, par les parents, par l'ensemble des adultes. L'idée quand même que la jeunesse, elle s'oppose à l'âge adulte parce que la jeunesse, c'est celle qui est encore en train de grandir. Et Mmh. donc, on estime qu'on a affaire à une génération qui a besoin encore eh bien, de consolider son moi, de consolider son identité, de consolider finalement son être intérieur, et que pendant ce temps, cette minorité, eh bien, on a le devoir, nous, adultes, particulièrement, de les protéger. Alors, pour autant, est-ce que cette idée reçue est vraie? Eh bien, il faut là, cette fois-ci, interroger en fait des imaginaires séculaires. Et celle, par exemple, que les jeunes sont des dangers pour les autres et pour eux-mêmes, c'est une idée qui, en fait, traverse les siècles. Elle n'est pas forcément toujours justifiée, loin de là, mais elle continue d'alimenter les peurs d'une jeunesse incontrôlable. Et en fonction des générations, on voit des qualificatifs apparaître qui sont des marqueurs de peur, en fait, des adultes vis-à-vis d'une jeunesse qu'ils pensent éventuellement incontrôlable. Donc, ça peut être une jeunesse sans foi ni loi, une jeunesse sauvageonne. Enfin bon, en fonction des siècles, on a eu des qualificatifs pour définir voilà, cette peur-là. Mais je dirais que cette peur, elle est quand même très profonde. Qu'on n'arrive pas facilement à s'en débarrasser. D'ailleurs, quand on surmédiatise justement des cas extraordinaires, c'est bien parce qu'on les pense particulièrement choquants et qu'ils alimentent aussi cette idée reçue. Donc, cette idée reçue-là est à mettre vraiment en exergue. La seconde, c'est que, et ça c'est partagé aussi depuis plusieurs millénaires, c'est que la jeunesse, c'était mieux avant. Mmh. C'est-à-dire que dès l'Antiquité, on trouve des textes qui nous expliquent que la génération précédente, c'était quand même mieux. Et Mmh. donc, cette idée que la jeunesse était plus disciplinée, plus polie, que c'était mieux avant, est partagée depuis qu'on a des traces de la mémoire humaine. Hein. Depuis 7000 ans, on peut lire des textes où on nous explique que c'était mieux avant. Donc, c'est intéressant parce que ça montre que finalement, les adultes, peut-être par nostalgie ou le fait d'avoir tendance peut-être à enjoliver aussi notre propre passé, ont tendance naturellement à penser toujours que la génération qui suit va être moins apte, moins à même de faire face aux difficultés qu'ils vont rencontrer. Vous voyez, c'est Oui un et puis ça très bon bien mélange sûr de et tout ça. puis ça met vraiment le doigt sur ce que vous disiez, sur le fait qu'il y a une période de construction vraiment, à l'adolescence, et puis jusqu'à la fin de la jeunesse et en même temps, on voit bien qu'il y a une tension entre la volonté, qui est naturelle pour le coup et qu'on peut comprendre chez chaque, parent ou éducateur de protéger et en même temps, le dicton qui dit qu'il faut que jeunesse, enfin d'une se fasse, qu'il y a quand même il faut aussi laisser,
les jeunes se libres. Et c'est vrai que ce que vous dites, on le retrouve, assez souvent au long de notre cycle de conférences, qu'il y a des peurs, ou des idées reçues comme quoi c'était mieux avant qui reviennent systématiquement. Et pourtant chaque génération actuelle est bien la preuve qu'elle n'a pas si mal tourné, alors qu'à l'époque c'était l'ère de la télévision, ça a été l'ère des mangas, ça a été l'ère, de la radio, ça a été l'ère du rock and roll, enfin et cetera. Et c'est vrai qu'on peut remonter, comme vous le dites, assez loin. Mais du coup, si on sort maintenant donc de ce côté un peu, c'était mieux avant, les jeunes, ont ces pratiques un peu inconsidérées. Est-ce que vous avez pu observer des pratiques, faire des études qui permettent de mieux comprendre justement le rapport qu'ils entretiennent avec ces notions d'identité numérique, de réputation ou de vie privée? Est-ce que c'est quelque chose qui est tangible pour eux? Oui, bien sûr. Alors justement, j'y venais parce que c'était finalement votre première question en réalité. Et je voulais d'abord, camper ça avant d'y répondre. Alors vous avez raison, hein, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau média, on voit arriver, des discours de peur, parfois à raison, parfois à tort, sur Mmh. les risques supposés de chaque média. Et je me suis souvent amusée avec les étudiants à leur montrer tous les discours qui réapparaissent, où on suppose par exemple que la radio va décerveler les femmes et les enfants, la presse, il ne faut surtout pas la mettre dans les mains des femmes et des enfants au 19e siècle, la télévision, les discours se sont surtout articulés autour de la violence, les jeux vidéo de l'anomie sociale, Internet. On a d'autres peurs. Elles ne sont pas toutes ridicules, hein, ce n'est pas cela que je dis. Mais pour autant, penser que les jeunes sont totalement des proies désarmées et faciles, euh, quand on travaille vraiment avec des adolescents et qu'on travaille sur le terrain, on se rend compte que c'est plus complexe. Déjà, le premier point, est-ce que les jeunes ont la notion de la vie privée et s'en inquiètent? Alors là, je peux tranquilliser immédiatement notre auditoire. Oui, ils s'en inquiètent et ils s'en inquiètent même beaucoup. Ce qui nous a frappé quand on a travaillé sur leur vie privée en ligne, c'est qu'en réalité, ils mettent au point beaucoup de stratégies pour essayer de la protéger, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Par exemple, sur les photos qu'ils envoient, ils font très attention à qui ils les envoient. Alors, pour l'extrême majorité d'entre eux, bien sûr, hein, je ne parle pas de tous les adolescents, mais enfin quand même, c'était très fort qu'il s'agissait d'une immense majorité, hein. Ils font très attention aux photos qu'ils envoient et à qui ils les envoient. Ils sont vigilants, par exemple, au temps où la personne qui reçoit la photo peut regarder la photo et mettre en place des dispositifs pour que les photos soient extrêmement éphémères, le plus éphémère possible, pour qu'on n'ait pas le temps de ce qu'ils appellent de la screener, c'est-à-dire de l'enregistrer. Ils ne se mettent jamais en scène, cas exceptionnel, mais ils ne se mettent jamais en scène dans des relations intimes, c'est-à-dire qu'ils nous ont expliqué à quel point ils pouvaient éventuellement prendre une photo avec leur petite amie, mais jamais en train de s'embrasser ou dans des poses plus explicites. Donc, il y a une vigilance sur les photos qu'on montre. Sur Instagram, par exemple, on n'envoie que des photos qui sont esthétiquement très réussies, quitte à utiliser des filtres pour être encore plus beaux. Les filles sont extrêmement vigilantes. Ça, c'est très frappant. Elles ont beaucoup plus intériorisé que les garçons qu'elles pouvaient être cyberharcelées, qu'elle pouvait avoir une mauvaise réputation, je le mets entre guillemets bien sûr, et elles se sentent surveillées très souvent aussi par les fratries. Elles ont peur des grands frères qui pourraient regarder leurs photos ou leurs messages, et elles subissent d'une manière générale, plus que les garçons, le harcèlement et le cyberharcèlement. Donc, ce qu'on a trouvé, nous, c'est plutôt des filles très vigilantes, voire extrêmement vigilantes, à contrôler leur image. Alors pour autant, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas la contrôler totalement, mais par exemple, c'est extrêmement mal pris si un jeune screen, donc récupère la photo d'un autre ou d'une autre sans lui avoir demandé, alors pire, ensuite de la diffuser. Vous voyez, ça peut être la fin d'une amitié. Donc, je ne dirais vraiment pas qu'ils se moquent de leur vie privée. Ils essayent de faire toujours la part entre ce qui va être mis publiquement et les groupes plus intimes sur lesquels ils partagent des choses différentes. Moi, je dirais qu'au contraire, ils y font très attention, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il peut y avoir des loupés, mais dans l'ensemble, ils y font très attention. D'accord. Oui, non, ça c'est une première approche. Et effectivement, par rapport à ces loupés ou c'est peut-être des cas et aussi un peu exceptionnels, j'avais été,
j'avais regardé un documentaire d'Arte, il me semble, sur les jeunes, et donc les prélis. Je ne sais pas si vous aviez vu les préliminaires à la des nouvelles générations avec des envois de sextos, de ce qu'ils appellent les nudes. Donc j'ai appris, j'ai aussi un peu gagné en vocabulaire. Est-ce que pour vous, c'est un phénomène qui reste justement marginal, exceptionnel? Est-ce que c'est quand même une tendance? Parce que ça relève aussi de la vie privée, même si on comprend bien qu'il y a une différence entre étaler quelque chose d'intime et le partager avec une personne qui est censée être de confiance. Enfin, comment ça rentre, rapidement pour vous là-dedans? Alors déjà, il y a une vraie différence genrée, puisqu'en fait, un garçon qui expose sa nudité, s'il l'envoie, à une jeune fille, risque, beaucoup moins, de représailles, même si elle diffuse la photo, que si c'est l'inverse. Alors bien sûr, les filles sont prises dans une double contrainte, à la fois, de faire éventuellement plaisir à leur petite amie, du moment et en même temps avec la peur, du futur. Je dirais que dans l'ensemble, dans l'ensemble des cas, les filles font quand même très attention, même quand il s'agit, de leur petite amie. D'autre part, alors c'est vrai qu'il faut différencier aussi les âges. C'est-à-dire que les lycéens, pour la plupart d'entre eux, ont vraiment très bien intégré les risques et les dangers. Les collégiens, je crois que c'est là qu'il faut concentrer nos efforts. D'abord parce qu'ils comprennent moins bien que c'est grave de diffuser, l'image de quelqu'un, qui ne l'a pas autorisé et que ce qui est dans le cadre de l'intime doit rester absolument dans le cadre de l'intime. Et donc il faut quand même distinguer les âges. Voilà, effectivement, il y a plus de risques au collège. Les jeunes font preuve parfois de plus de naïveté, qu'au lycée où je les trouve plutôt bien avertis. Mmh. Ah merci, c'est très intéressant parce que je note, et j'encourage donc les personnes qui nous suivent à prendre le temps de découvrir notre cycle de conférence parce que je note il commence à y avoir des récurrences. Donc déjà ce côté, le numérique n'a pas forcément tout révolutionné, mais a parfois amplifié des choses, qui étaient des phénomènes existants. On voit souvent que nous, ici, on parle beaucoup des jeunes, mais que la jeunesse n'est qu'un mot et que bon, tout dépend de l'âge. Vous avez pointé la question du genre, souvent très, très importante, les différences de genre dans le monde numérique qui souvent reproduisent des 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 inégalités de genre dans la vie de tous les jours. Donc, c'est très intéressant de voir, tous ces points, qu'on retrouve conférence après conférence. Hem, je, les alors ça m'amène à une autre question. Donc, on voit, vous venez de le dire, que les jeunes donc ont une stratégie, Oui. plus ou moins conscientisée de gestion de leur vie privée, certainement supérieure d'ailleurs à celle de beaucoup d'adultes. Donc là effectivement, il y a quand même un truc de notre côté à aussi s'intéresser à nos propres pratiques. Mais ils utilisent, comme nous tous, hein, massivement des plateformes numériques qui sont très gourmandes en données personnelles, qui se jouent globalement de la vie privée, hein. Je pense, donc évidemment à Instagram, à TikTok, enfin un ensemble de plateformes qui se nourrissent, maintenant on le comprend très bien, de nos données pour capter de l'attention, pour proposer des publicités de plus en plus ciblées. Comment les jeunes gèrent cet apparent paradoxe? C'est-à-dire vouloir protéger leur vie privée et en même temps, être, et comme vous le disiez, utiliser assez intensivement ces plateformes sociales? Est-ce qu'ils se rendent compte, de cette réalité-là? Est-ce qu'ils essayent de s'en protéger? Et voilà, quel est leur, rapport à cette, réalité-là? Bah, en fait, ce qui est, ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'en fait, ils ont bien compris que, les plateformes, exploitaient leurs données personnelles, mais en même temps, ils sont un peu Ils défaitistes Ouais. sur le fait de comment faire sans. Mmh. Voilà. Parce que malgré tout, c'est aussi un instrument très intense de socialisation. Je pense D'accord. par exemple au groupe WhatsApp de classe. Si vous n'en faites pas partie, vous loupez aussi beaucoup d'informations. Donc, tout ce qui c'est assez compliqué pour eux parce que les plateformes, par exemple, elles le savent bien quand elles élaborent des textes de consentement soi-disant éclairés qui sont extrêmement longs, peu compréhensibles, très décourageants, pour nous tous d'ailleurs, donc pour les jeunes aussi. Donc c'est vrai qu'ils sont pris dans une, situation paradoxale où ils savent, évidemment que, heu, les plateformes récupèrent leurs données personnelles et en même temps, comment faire à un âge où on a besoin d'une extrême socialisation pour se construire? On se construit avec les autres et par les autres et pour les autres.
c'est très compliqué d'y échapper. Donc c'est vrai qu'ils sont hyper connectés, cherchent à avoir des stratégies de vigilance avec, évidemment, la conscience que, cette vigilance, ne sera pas, tout à fait, parfaite. Alors, il y a des moyens quand même, d'en discuter avec eux, hein. C'est-à-dire que, ce qui est le plus important, je crois, en particulier pour les collégiens, c'est de comprendre la permanence des traces. C'est-à-dire que, le problème d'internet, c'est que, on peut se voir ressortir des traces qu'on a laissées 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant et un individu entre 14 et 18 ans n'est plus du tout le même. Alors, Sûr. ce dont on peut se servir, je crois, quand on est pédagogue ou adulte, parent, heu, c'est d'utiliser des cas qui ont, défrayé la chronique. Je pense par exemple à des jeunes chanteurs ou des jeunes chanteuses qu'on a vu tout d'un coup être interdits de concours de chant ou de plateaux télévisés parce que justement on ressortait des tweets, des messages anciens voilà, qui étaient discutables. On peut se saisir donc très vite de ces cas médiatiques. Je pense à des enfants de sixième, hein, parce que les grandes émissions télévisées des chaînes mainstream sont beaucoup regardées quand même quand on a 12-13 ans. Et donc, ça peut nous servir de base de discussion pour qu'ils aient le plus vite possible conscience que Internet, ce n'est pas la sphère privée, c'est bien la sphère publique. Et que donc, même quand on croit utiliser de façon privée des messageries, elles peuvent néanmoins être perméables et c'est toujours désagréable pour quelqu'un qu'on lui ressorte voilà, des messages qui ne sont pas adéquats. Oui et puis le dicton, alors je vais le déformer un peu parce que je m'en souviens pas parfaitement, mais «Les paroles s'envolent, les écrits restent», a été totalement rebattu, avec l'arrivée de toutes ces moyens de capter, le son, capter parce qu'il y a beaucoup d'audio, hein, chez les jeunes. C'est pas que du tout que la culture de l'écrit, donc ces traces dont on parle, ça peut être beaucoup l'audio, ça peut être bien sûr l'image et la vidéo et donc tout ça, si c'est stocké quelque part, ça peut, enfin être copié, dupliqué très, très vite et donc d'une certaine manière ne jamais être totalement supprimé et ça vous trouvez qu'ils en sont un peu conscients de cette, potentielle permanence des traces ou c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment encore travailler? Alors je crois que pour les collégiens, il faut vraiment travailler dessus parce que sinon ça, ce n'est pas très bien acquis. D'autant plus que c'est vertigineux, hein, pour eux Bien de sûr. se le dire, parce que ça leur met une pression terrible, pression qu'ils ont déjà donc pour la gestion de leur vie, privée, de leurs selfies, de leur mise en image et en plus, il va falloir leur expliquer ça et l'expliquer, de façon récurrente. Donc non, ça, je crois qu'il y a vraiment un effort pédagogique à faire de ce point de vue et il me semble pour les lycéens, cette fois-ci, qu'il faut aussi leur faire travailler, la notion d'oral. Parce que ce qui me frappe beaucoup dans les usages, c'est qu'en fait, ils font maintenant un usage immodéré de ce qu'on appelle les vocaux Mmh. et en fait, les vocaux, eh bien, ce n'est pas la parole qui s'envole, hein, c'est la parole qui Mmh. reste Ah bah, justement, oui, oui. puisqu'elle est enregistrée. Et donc là, je crois que les lycéens n'ont pas assez conscience, me semble-t-il, parce que c'est un usage nouveau mais effréné, que la parole n'est pas plus volatile que l'écrit. Alors que les lycéens l'ont bien compris pour l'écrit. Ça, c'est bien compris quand même que ce qu'ils écrivent, ça peut être quand même ressorti et gênant pour eux. Sur les vocaux, ils ont quand même l'impression que c'est de l'oral, que c'est volatile, que ça s'envole justement. Eh bien non, parce que les vocaux, ils en font beaucoup et maintenant ils font des conversations qui sont, très étranges quand on est adulte et qu'on l'a pas fait, comme eux, qui sont des petites conversations hachées finalement, qu'ils écoutent et réécoutent, au gré de leur temps disponible. Mais, il faut faire très attention aussi. Et là, je crois que pour les lycéens, ça mériterait quand même d'avoir des petites discussions avec eux là-dessus. Oui et puis, du coup, ça me fait forcément penser qu'en matière d'éducation aux médias et de manière générale, éducation au numérique, ça peut aussi être l'occasion d'expliquer, un peu l'infrastructure qui se cache derrière le monde numérique, expliquer qu'il y a des centres de données, enfin expliquer où heu, se stockent ces vocaux, hein, parce que c'est pas, comme ça en train de sauter d'un smartphone à un autre dans les airs, hein. Il y a bien une infrastructure derrière où ils sont bien stockés et donc ils peuvent être dupliqués et je pense qu'effectivement, comme vous dites, on peut à la fois faire un travail de sensibilisation à ces questions tout en travaillant, la culture numérique des jeunes. Donc,
On va continuer. Alors, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, on va bientôt passer à la phase de questions, de vos questions, hein, donc n'hésitez pas à en poser. On pourra malheureusement pas toutes les prendre évidemment, mais on essaiera d'en sélectionner, quelques-unes qui représentent un petit peu ce qui a été, questionné dans le chat. Et donc, en attendant, donc je le disais en introduction, cette conférence a été préparée avec les équipes de la CNIL, hein, que je remercie. Et donc forcément, on va parler un petit peu de données personnelles, hein, données personnelles sensibles. Et est-ce que peut-être déjà on peut redéfinir ces termes pour le public, puis même pour nous-mêmes? Oui, alors effectivement, c'est important de les avoir, en tête. Heu, il faut se rappeler déjà de ce qu'est la définition d'une donnée personnelle, tout simplement. Alors effectivement, je renvoie au site de la CNIL, hein, qui est extrêmement, bien fait, qui peut être un outil aussi, pour les pédagogues. Mais, donc, une donnée personnelle correspond à une information, se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Donc évidemment, ça ne va pas concerner une entreprise, par exemple. Et donc, tout ce qui concerne leur nom, leur numéro de téléphone, de sécurité sociale, leur adresse, leur voix, leur visage, eh bien, ça fait partie des données personnelles. Maintenant, qu'est-ce qu'une donnée sensible? Eh bien, une donnée sensible, et là, je me réfère toujours, bien sûr, à la CNIL, va concerner, par exemple, l'opinion religieuse, philosophique, euh, les origines ethniques, pourquoi pas, l'orientation sexuelle, la vie sexuelle de la personne, ses informations génétiques, biométriques, de santé. Vous voyez, tout ça, ça va faire partie de ce qu'on appelle les données sensibles. Très bien, merci donc pour ce travail de redéfinition, parce qu'il fallait commencer par là. Et donc, vis-à-vis de ces données, quels sont les droits des mineurs en matière de données? Des droits des personnes en général, mais spécifiquement des mineurs? Et pas de la même manière on s'est demandé, quel était le niveau de compréhension des jeunes en général vis-à-vis de leur, vie privée, on a parlé de la permanence des traces, de la même manière, quel est le niveau de connaissance des droits? Vous mentionniez tout à l'heure, le fait qu'on n'a pas le droit de partager la photo de quelqu'un d'autre sans son consentement. C'était un premier exemple de droit qui est effectivement largement méconnu, mais même par beaucoup d'adultes, hein. Donc voilà, quels sont les droits globalement vis-à-vis de ces données, les droits que nous avons, les droits des mineurs? Et est-ce que vous avez l'impression que ces droits sont suffisamment connus? Alors, non, je pense qu'ils sont effectivement pas suffisamment connus. Il faut dire aussi que, les démarches peuvent paraître parfois un peu décourageantes parce que c'est sûr que, ça peut être difficile parfois à obtenir, mais il y a le droit d'effacement et de déréférencement. On a un droit d'opposition, le droit de connaître l'utilisation de nos données, le droit d'obtenir les données qui sont stockées sur soi, par un organisme. En fait, en réalité, on a des droits. Mais c'est vrai que, les adultes, on a déjà du mal à les connaître nous-mêmes, et les jeunes encore davantage. Je pense quand même que le droit d'effacement, le droit à l'oubli, le droit de déréférencement sont des droits particulièrement importants pour nos jeunes. Parce que Mmh. justement, cette idée que des traces laissées il y a 10 ans, quand on a 12 ans, nous poursuivraient à vie, c'est quand même insupportable. Donc là, il y a aussi un travail effectivement qu'on peut faire avec eux là-dessus. Je pense qu'effectivement, ils ne les connaissent pas assez. Je pense aussi qu'il faut réfléchir avec eux, sur leur, consommation et leur stratégie. Parce que finalement, c'est des exercices que j'avais moi-même fait avec, des étudiants, ou des lycéens, de leur faire, par exemple, noter sur une semaine, toute leur consommation écranique, tout écran confondu. Déjà, ça leur fait prendre conscience effectivement de l'intensité, du temps passé et de l'investissement qu'ils y mettent, parce qu'ils sont tous en moyenne sur plusieurs réseaux sociaux, ils sont sur plusieurs écrans chaque jour. Donc ce sont des temps énormes et en fait, il faut réfléchir avec eux sur l'apparente gratuité, des réseaux sociaux, l'apparente gratuité, de ces plateformes. Puisque en fait, finalement, quand c'est gratuit, alors qu'on est dans un système économique, qui est le produit? Ben, c'est nous-mêmes. Voilà, donc c'est bien de rappeler que, quand on utilise une plateforme apparemment gratuite, qui offre des services gratuits, c'est bien donc qu'il y a un service économique derrière et le service économique, c'est nous, c'est nos données, c'est tout ce que nous y laissons. Donc Mmh. ça permet en général, en parlant de cela, d'ouvrir la discussion et de prendre conscience aussi de finalement, tous les comportements qui vont être suivis à la trace
par les plateformes, mais aussi par les cookies, enfin par notre vie numérique. Merci beaucoup. On va arriver dans la partie de notre échange avec notre audience. Donc, n'hésitez pas à continuer de nous proposer vos questions. Il y en a une première qui va pouvoir nous lancer et qui fait écho à un autre questionnement que j'avais prévu. C'est, la question donc de la posture de l'éducateur, en fait, et notamment, de notre capacité à dépasser la culture du risque, qui est souvent, l'angle par lequel on fait de l'éducation aux médias et notamment de l'éducation, aux enjeux. On parlait d'ailleurs historiquement des dangers d'internet, hein, de manière assez, bon, pour le coup, affolée. Comment et c'est clairement pas simple, mais comment on dépasse, cette notion de prévention des risques, vous voyez? Tout un vocabulaire de protection, de prévention des risques, de danger, pour aller vers d'une part, le fait qu'on accompagne donc un processus adolescent, je reprends des termes d'une question, posée par Arnaud, et aussi d'un point de vue, une éducation à l'émancipation en fait, des jeunes. Eh bien, en fait, je crois que l'approche protectionniste, puisqu'en fait, elle est aussi ancienne que la presse elle-même. L'approche protectionniste, ne fonctionne pas bien. Parce que finalement, ce n'est pas, à mon avis, le meilleur moyen, pour capter l'attention de nos jeunes et de pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'il convient de faire. Je crois qu'il faut partir au contraire, de leur consommation, sans jugement. Ne pas hésiter aussi, et je sais que parfois c'est difficile pour les éducateurs, d'être en posture non plus de sachant, mais d'accompagnant. Il faut absolument qu'on arrive à changer de posture avec eux si on veut susciter une parole vraie et sur laquelle on peut réfléchir ensemble. Je crois que le meilleur Et ne pas juger l'usage aussi. C'est non, il ne faut pas juger l'usage. Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui n'est pas lié au numérique. Un certain nombre de jeunes regardent les émissions de télé-réalité. Personnellement, ce n'est pas mon parce que je préfère la télévision. Donc, ils vont regarder des émissions de télé-réalité où on voit des jeunes qui ne ressemblent pas du tout à nos jeunes dans la vraie vie. Euh, Évidemment, on peut condamner immédiatement en disant, vous voyez, c'est nul, vous n'allez rien apprendre. Bon. Mais c'est plus intéressant de leur demander pourquoi ils regardent. Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Qu'est-ce qu'ils remarquent? Et à partir de là, on peut commencer à développer un regard critique ensemble. Si on est dans une posture morale qui hiérarchise les usages et les contenus, on ne peut pas y arriver avec eux. Il faut d'abord travailler de façon pacifiée avec leur consommation et puis ensuite développer ensemble un regard critique. Ça ne veut pas dire à la fin condamner ce qu'ils font ou ce qu'ils regardent, mais qu'ils comprennent qu'il y a des enjeux, il y a besoin de dénaturaliser les messages médiatiques pour les comprendre, que des discours apparemment inoffensifs véhiculent aussi des stéréotypes, de la discrimination, enfin bref, et il y a tout un travail de déconstruction à faire, mais qui n'est possible que si on part d'abord de ce qu'ils font, sans jugement. Merci, oui, et effectivement, donc ça m'évoque à nouveau, un certain nombre des conférences qu'on a eues où on se rend bien compte que voilà, que les il faut vraiment arriver à accompagner les jeunes dans des pratiques qui sont pas les nôtres, et c'est normal il y a un écart générationnel. Donc de toute façon, il y a toujours un peu cette incompréhension de ce que fait, la génération successive, donc de ne pas juger, et aussi, une notion qui est de pas, exiger tout le temps de la productivité. Il y avait un terme assez intéressant là-dessus, de se dire qu'en fait, il y a aussi des temps de divertissement, des temps de socialisation qui sont pas, des temps de socialisation qui étaient, exactement ceux qu'on avait connus. Donc c'est vrai que c'est intéressant, en tout cas d'un point de vue, accompagnement à l'émancipation, comme vous le proposez, de plus se baser sur des usages existants pour essayer de les comprendre, déjà en tant qu'éducateur ou en tant que parent, mais aussi pour, peut-être donner, aux jeunes un retour, enfin une rétro, en tout cas une réflexion sur sa propre pratique. C'est bien ça? Oui, oui, d'autant plus que, par exemple, pendant le confinement, certains adolescents, heureusement qu'ils avaient les réseaux sociaux pour pouvoir continuer à rester en contact. Moi, j'ai été très frappée par des témoignages
post-confinement, où on m'a expliqué qu'ils avaient inventé de nouvelles formes de socialisation pour pouvoir tenir le coup. Mmh. Regarder une série tous ensemble et la commenter par une plateforme. Échanger, se filmer tous ensemble. Donc, bien sûr qu'on peut être conscient et soucieux des risques et du système économique global dans lequel s'insèrent tous ces usages. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas être dans un vocabulaire de condamnation. D'abord, ça ne sert à rien. Et puis, en plus, il ne faut pas les penser plus naïfs qu'ils ne sont. Il faut plutôt travailler à développer davantage leur esprit critique et surtout la discussion collective. Parce que ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est à quel point ils ont envie d'en parler avec nous. Ils ont envie d'en Mmh. parler avec les adultes. Les pédagogues servent vraiment à quelque chose. À condition d'être dans une discussion ensemble, eh bien, on voit à quel point ils sont contents d'échanger et de réfléchir collectivement. Je crois il faut vraiment pas croire qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nous, mais pas comme on l'imagine, pas pour être des censeurs. Oui, oui, et puis de toute façon, il y a toujours un binôme réussi entre un jeune et ses pratiques, numériques, qu'on on n'est pas obligé de comprendre et un adulte qui aura une réflexivité différente sur, ce que c'est la vie privée, sur ce que c'est peut-être le droit, même si, comme on se l'est dit plusieurs fois pendant cette conférence, il ne faut pas non plus surestimer nos capacités d'adultes à connaître nos droits. En général, on ne sait pas trop, à mieux utiliser les réseaux sociaux, en général, c'est pas toujours le cas, et cetera. J'ai une autre question, très intéressante d'Anthony, qui pose la question de l'impact des influenceurs. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de voilà, Mmh. d'influenceurs, des jeunes, spécifiquement, hein, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, notamment. Donc je lis sa question, qui mettent en scène toute leur vie privée sur les réseaux sociaux. Voilà, est-ce que ça a été un peu étudié? Qu'est-ce que les jeunes en pensent? Enfin, c'est intéressant, est-ce qu'ils se disent bien que c'est pas la vraie vie? Enfin, je me souviens qu'il y avait des travaux, notamment proposés par le Clémy, je crois, qui montraient que, en fait, un épisode YouTube, d'un youtubeur, connu, bien sûr qu'il était pas vraiment dans sa chambre, que c'est un studio, qu'il y a un travail, que c'est pas comme ça. Est-ce que ça a été un peu étudié? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un peu, travaillé? Alors effectivement, on commence à voir des travaux scientifiques émerger sur la question parce que le poids des influenceurs est vraiment en train de prendre de l'ampleur et ce dans tous les domaines. C'est-à-dire que, que ce soit la santé, les études, les produits de beauté, le maquillage, la mode, mais enfin vraiment, on voit des influenceurs maintenant, l'actualité, le traitement de l'actualité. On voit des influenceurs dans tous les domaines et je dirais il y a des influenceurs d'une très grande qualité qui vraiment font de la vulgarisation au sens noble du terme sur vraiment des domaines très éclectiques. On a des influenceurs qui ont pour but, et ils ne s'en cachent pas, et là tout va bien, de divertir et amuser. Pourquoi pas? Aucun problème avec ça. Ce qui serait plus dangereux, ce serait des influenceurs qui ne font pas sérieusement un travail informatif et qui se prétendraient euh, délivrer de l'information. C'est ça qui me paraît gênant. Mais à partir du moment où je dirais qu'il n'y a pas de mensonge dans la promesse de l'influenceur et qu'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, donc informer ou divertir, voire les deux en même temps, il n'y a pas de difficulté majeure. Moi, je vois quand même les influenceurs aussi. Alors là, c'est plutôt plus davantage pour les jeunes filles que pour les garçons. Les influenceurs, quand ils mettent en scène leur corps et qu'ils mettent en scène de la mode, du maquillage, etc., il y a quand même un usage très important de filtres, d'amélioration du physique, qui doit quand même de temps en temps être rappelé, parce qu'il ne faudrait pas courir après des chimères qui n'existent pas. Mais je dirais qu'on a exactement le même problème avec les magazines de mode, avec des mannequins hyper retouchés et tout un public féminin. Alors, je dis féminin, ça peut être masculin, mais enfin, c'est plus souvent la presse féminine, qui essaie à tout prix de ressembler finalement à des personnages qui n'existent pas. Donc, les influenceurs reprennent parfois les mêmes ficelles. Donc, je crois qu'il faut être attentif à ça. Cela dit, ce que je vois beaucoup apparaître quand même dans les usages des adolescents et en particulier des adolescentes, c'est qu'ils utilisent eux aussi les filtres et voient bien comment ça fonctionne. Ils sont quand même maintenant de plus en plus sur Instagram et on leur propose énormément de filtres.
Alors évidemment, le danger, ce serait qu'ils ne puissent plus supporter leur apparence réelle. Là, il faut faire attention, que Mmh, ça ne serve pas à abîmer, leur moi plutôt qu'à le renforcer. Mais mmh. vous voyez, je crois quand même, et là encore, on a des différences en fonction des âges. Il me semble quand même qu'évidemment sur les jeunes collégiens, il faut leur rappeler, voilà, quel est le travail des influenceurs et pourquoi ils font, ce qu'ils font. Mais il me semble aussi que chez les lycéens, c'est plutôt bien compris, malgré tout. Et puis, il y a eu aussi des cas qui ont défrayé un peu la chronique et qui ont montré qu'il y avait, des influenceurs qui faisaient correctement leur travail et d'autres moins. Oui, oui, tout à fait. Il y avait une autre partie de question d'Anthony, qui est aussi très intéressante. C'est la question donc on a parlé pendant cette, conférence beaucoup de rapport à la vie privée, hein, que les jeunes entretiennent. Globalement, on voit qu'ils ont alors les âges, ont leur importance, mais que globalement, il y a quand même une relative, compréhension du fait que le numérique, c'est comme dans la vraie vie, hein, qu'on divulgue pas n'importe quoi, enfin, qu'il faut mettre en place, un certain nombre de stratégies et après, au fur et à mesure qu'on monte en âge, on a une meilleure compréhension même des plateformes sur lesquelles on est. Est-ce que c'est quelque chose qui, donc c'était sa question que je reformule, hein, mais est-ce qu'il y a certaines, comment dire? Certains cadres sociaux, professionnels, des cadres familiaux, qui jouent? On a parlé du genre. Est-ce que l'origine familiale joue? Est-ce que le capital social des parents, le capital culturel, a-t-il un impact là-dessus, ou pas du tout? Sur ce rapport qu'ont les jeunes à leur vie privée Oui, sur, alors sur internet? plus on a un capital culturel, haut, plus, on a, une capacité à avoir des conversations fluides avec ses parents, plus on va être vigilant vis-à-vis, de sa vie privée. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est effectivement, il y a une corrélation. Pour autant, chez les jeunes filles, on remarque, même dans les voilà, dans les jeunes filles, issues de classes populaires, qu'elles peuvent être extrêmement vigilantes pour des raisons familiales, avec une peur, très importante, d'avoir, des sanctions, des représailles, de la part, de la fratrie, et alors encore plus si c'est répété aux parents. Donc, voilà, il y a 2 types de réponses, mais je dirais effectivement que plus on a une vie sociale, culturelle riche, et plus on est capable de prendre de la distance avec, les réseaux sociaux, avec le numérique, voilà, c'est vrai à peu près de tous les usages en réalité, hein, liés aux médias. Hem, Parce que Qu'est-ce que je peut-être devrais une petite question un peu complémentaire à ça, c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a pas posé, les jeunes, le rapport qu'ils ont actuellement, qui on le voit est pas naïf. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs, en général, on dit ni digital natif, ni digital naïf, hein. Donc c'est mmh, à nouveau deux mythes, hein, 2 idées reçues qu'il faut mmh. démonter. Comment diriez-vous que justement ils se sont, informés? Est-ce que c'est un peu les parents? Est-ce que c'est beaucoup entre eux? Est-ce qu'ils se renseignent sur internet sur justement comment mettre en place la stratégie numérique? Est-ce que c'est l'école qui quand même a beaucoup progressé sur les questions d'éducation aux médias? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu, un peu observer? Ah, moi, j'observe que quand les jeunes ont eu, des sessions d'éducation aux médias, ils ont bien intégré un certain nombre de règles, en particulier le droit à l'image et le respect, de l'image de l'autre. Donc, il ne faut pas penser que ça sert à rien, au contraire. Je milite au C'est contraire, rassurant ça. Ça, c'est bien. voilà, pour voilà, une systématisation absolue Mmh. de l'éducation aux médias, en particulier au collège, parce que, on voit les effets positifs, hein, au lycée. Ouais, Ceux je me qui souviens ont eu d'avoir des vu des éducations statistiques, ouais, des statistiques de capacité des jeunes aussi à détecter les fausses informations qui étaient supérieures à encore une fois, à beaucoup d'adultes, hein. Donc on voit quand même qu'il y a vraiment eu un effort de l'éducation nationale et des partenaires de l'éducation nationale qu'il faut saluer. oui, oui, moi je crois que ça porte ses fruits. Alors il ne faut pas non plus, évidemment verser dans un discours paranoïaque parce que sinon, on les inquiète énormément, et ça peut être stressant pour eux. Mais, je crois quand même que quand on travaille avec eux, ces questions, ça porte ses fruits. Alors les discussions parentales seraient idéales, mais, très souvent les parents sont eux-mêmes un peu dépassés et sont parfois surpris, des difficultés, ou des usages, tout simplement, qu'ont leurs enfants. Moi, je dirais il y reste quand même un angle mort,
et de l'éducation nationale et des parents, très souvent, parce que ce n'est pas facile à aborder, mais à mon avis, c'est vital, c'est quand même, la pornographie sur internet. Voilà. Je crois que l'école a beaucoup de mal évidemment à aborder la question, les parents aussi. Pour autant, je crois que si on a un vrai problème, avec le numérique, c'est vraiment lié à cela, parce que, la plupart des adolescents se retrouvent confrontés à des images qu'ils n'ont pas désirées, hein, qui s'imposent parce que, voilà, ils veulent faire du streaming sur quelque chose et tout d'un coup, ils ont un pop-up qui apparaît, sur des images qu'ils ne désirent pas vraiment voir. Et donc, je crois que là, on a un effort collectif pour prendre conscience de cette réalité. On a eu un rapport du Sénat, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, hein, sur ces questions. Et je crois qu'il y a un petit effort à faire de la part des adultes en général pour admettre qu'il faut en parler. Voilà, De manière générale, une difficulté à parler de sexualité. On peut même étendre. bien En sûr. fait, c'est les 2 sont liés, mais même, je me ressouviens de ce documentaire qui parlait de ces nudes, de ces textos, ces sextos. On voyait qu'il y avait une difficulté, à parler de ça et bon, on va pas on arrive au bout de notre conférence, donc on va pas rentrer dans des questions philosophiques de d'où vient ce tabou, de la sexualité dans certaines de nos sociétés, mais clairement, il est patent. Merci beaucoup, Laurence Corroy. On est arrivé Merci. au bout, de notre conférence et c'est comme d'habitude passé très, très vite. Donc merci vraiment beaucoup à vous d'avoir participé, et de nous avoir accompagnés sur cette, 4e conférence pour votre pédagogie dans le démêlage d'une idée reçue, qui est essentielle, hein, pour la coéducation au numérique, hein. Justement le fait que les acteurs de l'école se coordonnent le plus possible, s'associent en fait, hein, les enseignants, les parents, les médiateurs, les animateurs dans les associations, hein, que comme vous le disiez, quand les parents ne peuvent pas le faire, est-ce que, on peut avoir dans le continuum éducatif local, d'autres, qui prennent le relais. Voilà, il y a vraiment c'est un immense enjeu, là-dedans. Merci beaucoup à la CNIL d'avoir préparé cette conférence, avec nous et de nous avoir, sensibilisés, à certaines questions. Merci à vous également de nous avoir suivis très nombreux en direct. Vous étiez pas loin de 300. Comme je le disais en introduction, ça montre vraiment que votre intérêt pour ces questions. Donc pour information, donc cette conférence a été enregistrée. Elle sera retransmise très prochainement, à la fois sur le compte YouTube, et le futur site internet de la Trousse à projets dont la sortie est imminente. Je fais du teasing en même temps. Cette vidéo, de 45 minutes là, sera accompagnée, comme les autres, d'une fiche outil. Cette fiche, elle est prévue pour finalement, synthétiser ce qui aura été dit, pendant cette, conférence, mais aussi pour vous donner le déroulé une proposition de déroulé pour tenir en fait un atelier entre parents et enseignants, entre enseignants et donc permettre de démultiplier finalement les personnes qui auront un petit peu plus, complété leur culture, numérique notamment donc autour de cette idée reçue du rapport entre vie privée et jeunes. Merci pour votre Notre cycle invitation. merci encore à vous, hein, et donc notre cycle de conférences, il continue le mois prochain. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 9 novembre, toujours même horaire, 14h-14h45. Cette fois, nous discuterons, de la question suivante: vrai ou faux? Pas besoin d'appareil numérique à l'école, il y en a bien assez à la maison, point d'exclamation. Nous aurons la chance cette fois d'être accompagnés par Cédric Flukiger, professeur en sciences de l'éducation à l'université de Lille et membre du laboratoire CIREL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à toutes et tous et excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.